Le couple de Surrey, John Nuttall et Amanda Korody, a été reconnu coupable hier de complot pour meurtre et de possession d'un engin explosif contre le Parlement de Victoria, un complot qui a été déjoué. Mais le procès n'est pas pour autant terminé. Les techniques policières pour arriver à ce verdict de culpabilité sont remises en question. Et j'en discute ce soir avec Walid Hijazi, avocat criminaliste. Bonsoir, Monsieur Hijazi. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de techniques policières ont été utilisées dans ce cas-ci? Alors, le couple a été trouvé coupable de complot pour faire exploser le palais législatif de Victoria. Alors, le crime, c'est un complot. Un complot, c'est une entente dans le but de commettre un acte criminel. Alors, ce qui est criminalisé, c'est l'échange de consentement dans le but éventuel de commettre un crime. Alors, le couple ont été trouvés coupables par un jury. Le jury a déterminé hors de tout doute raisonnable qu'ils étaient coupables d'avoir complété. Alors maintenant, avant l'étape de la condamnation, le couple revient à la charge pour dire au juge, on a été trouvé coupable, mais le crime, le complot n'est pas le fruit de notre volonté. On a été provoqué par la police qui nous a à toutes fins utiles incité à commettre les gestes qui nous sont reprochés. Donc, des agents d'infiltration ont été très actifs. Quel genre de situation ils ont mis en scène? Alors, le juge va devoir se livrer à la tâche délicate d'examiner de façon chirurgicale l'ensemble des circonstances, l'ensemble de la preuve. Je n'ai pas assisté au procès, je ne suis pas au fait des détails de la preuve, mais je comprends qu'il y a des éléments quand même intéressants et préoccupants au niveau d'une analyse en matière de provocation policière. Tout d'abord, je comprends qu'il y a eu un agent d'infiltration qui s'est présenté au couple en tant qu'homme d'affaires arabe et qu'il voulait les aider dans une démarche visant des attentats terroristes éventuels. Alors, le juge va regarder cet exemple-là et voir si ce contact par la police auprès du couple a provoqué ce qui allait suivre ou si le couple était déjà engagé dans une opération de nature terroriste. Un autre exemple qui frappe émane d'un enregistrement audio où l'un des protagonistes, M. Nuttall, dit à son interlocuteur, qui est un agent double, qu'il s'estime pas assez intelligent pour aller de l'avant, pour continuer. Alors, il va être intéressant pour le juge de voir dans quel contexte s'inscrit cette conversation, parce que à première vue, l'individu semble vouloir se désister. Alors, est-ce que le policier, son interlocuteur, a par la suite, en réponse à cette déclaration, a-t-il cherché à l'encourager, lui dire « Mais non, t'es capable, t'es intelligent », lui donner des tapes dans le dos et bref, l'incite à poursuivre une action en vue d'un attentat terroriste, ce qui, on entrerait dans un territoire assez glissant qui ressemble à la provocation policière. Oui, parce que j'imagine que la défense va dire les policiers ont accompagné le couple pour mener vers cet attentat. Oui. Alors, au niveau des principes, il y a provocation policière lorsque la police incite à toutes fins utiles l'individu à passer à l'acte. Ça se distingue de ce qui serait une technique policière acceptable de tout simplement offrir à un individu l'occasion de commettre un crime. Alors, pour illustrer, c'est rare qu'il y a des cas de provocation policière au palais de justice, mais en matière, on en voit souvent en matière de gangstérisme, trafic de stupéfiants. Alors, si par exemple, je suis un policier agent double, et je fais une enquête auprès d'un suspect en matière de trafic de stupéfiants et je vais le voir et je lui dis « Présente-moi ton fournisseur, j'aimerais lui acheter de la cocaïne. » Si l'individu me dit « Il n'y a pas de problème, tu viendras me rencontrer telle heure, telle date, combien es-tu prêt à avancer, quelle quantité as-tu besoin, etc. » On a simplement offert l'opportunité de commettre une infraction pour faire avancer l'enquête. Si, par contre, l'individu me dit non et par la suite, j'insiste, là, on entre dans ce qu'on appelle la provocation policière. Mais pourquoi, M. Hijazi, on n'a pas évalué toutes ces techniques avant le procès? Ou au début du procès? Oui, c'est une étape. La détermination de la provocation policière est une étape tout à fait indépendante de la culpabilité. Alors, la première étape, c'est faite devant le jury où la couronne a fait sa preuve et où la défense a cherché à attaquer cette preuve et où le rôle du jury était de déterminer la culpabilité. Sont-ils convaincus hors de tout doute raisonnable que les éléments des infractions sont réunis? Une fois que la culpabilité a été établie, là, on entre dans ce qu'on pourrait
à l'étape de la provocation policière qui est tout à fait distincte de la responsabilité. On ne cherche pas au niveau de la provocation policière à nier les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction a été commise, mais on vient dire, par contre, que effectivement, le geste a été commis, mais il a été provoqué par la police. Alors, ce n'est pas le rôle du jury de procéder à cette évaluation-là. C'est une question de droit qui appartient au juge du procès qui, bien que la personne est coupable, ne peut pas être condamnée parce que son geste a été provoqué par la police. Alors, si le juge, en bout de piste, considère qu'il y a effectivement eu provocation policière, il y aura arrêt des procédures, le juge met fin à la cause, on n'inscrit pas un verdict d'acquittement. Alors, les accusés ne sont pas innocentés, ils ne sont pas acquittés, mais la Cour met fin aux procédures parce que s'il y a provocation policière, on estime que ça déconsidère l'administration de la justice. Et y aura-t-il un autre procès dans ce cas-là? En fait, non. Si on estime qu'il y a eu provocation policière, il y a arrêt des procédures et ce sera à la couronne de voir si elle veut porter cette conclusion-là du juge qu'il y a eu provocation policière en appel. Merci, M. Hijazi, pour ces précisions. Je vous en prie, bonne soirée.